avec un peu de tristesse de voir ce moment de dialogue se terminer, mais beaucoup d'honneur et de joie que je vais maintenant accueillir et appeler les différents participants de cette table ronde finale, en commençant par Madame Anne Hidalgo, qui est notre hôte, généreux, et que je vous demande à la fois d'applaudir pour elle-même, mais aussi pour la mairie de Paris qu'elle représente, qui nous accueille ici, qui est notre partenaire depuis maintenant 5 ans, depuis le premier Forum Convergence, et qui continue avec beaucoup de fidélité et de générosité à s'engager pour cette cause. Alors Madame la maire, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci à vous. Je voudrais saluer tous les présidents d'associations, saluer mes collègues élus qui sont ici et qui ont œuvré pour que cette manifestation puisse être accueillie dans de bonnes conditions. Je pense bien sûr à Pauline Véron, je pense bien sûr à Pierre Chapira qui porte d'ailleurs depuis le début cette manifestation dans son cœur et avec beaucoup d'énergie. Je salue Philippe Duclou qui est parmi nous. Et puis je voudrais vraiment saluer toutes celles et ceux, vous les organisateurs de ce forum Convergence 2015 qui permettent ce bouillonnement. D'abord, je voulais vous dire au nom de Paris que vous êtes ici chez vous, parce que le bouillonnement de Convergence 2015, c'est quelque chose qui correspond bien aussi au bouillonnement que nous, l'équipe municipale, nous souhaitons favoriser, faciliter dans cette ville qui compte énormément d'associations, qui compte une énergie citoyenne, qui a une vitalité démocratique absolument, je crois, époustouflante. Et nous avons la chance d'avoir dans cette ville un tissu, un réseau d'entreprises, d'associations, du monde de l'économie sociale et solidaire. Je vois bien sûr Jean-Marc Borrello ici, mais à travers lui beaucoup d'autres, le groupe SOS, qui n'est pas le seul, mais qui est quand même extrêmement important. Et ce tissu d'entreprises, ce tissu d'associations est absolument essentiel à la vitalité de Paris. On pourrait se dire, Paris c'est une ville-monde, c'est une ville qui joue dans la compétition internationale des plus grandes villes de la planète, et donc finalement Paris ne devrait s'intéresser qu'à ce qui se passe au niveau des marchés internationaux, et finalement c'est dans cette économie-là que nous devrions nous situer. Bien sûr que nous sommes dans cette économie-là, bien sûr qu'il y a des grandes entreprises dont nous avons besoin, qui font partie de cette économie-là. Mais nous avons vu naître depuis plusieurs années dans notre ville des entreprises, des associations, un tissu citoyen extrêmement actif et engagé qui proposent autre chose. Ils proposent de l'efficacité et de l'efficacité économique, et je crois que cette part de réalisme est extrêmement importante si l'on veut effectivement changer la vie des gens, et notamment des plus pauvres, puisque c'est le thème de convergence. Mais ce que proposent aussi ces associations et ce tissu, cette vitalité qui existe aujourd'hui à Paris, c'est de travailler justement dans un sens éthique, mettre l'humain au cœur de nos projets. Ça veut dire effectivement placer la solidarité, placer les questions de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les inégalités, placer les questions de santé au cœur de ce qui nous motive. Et nous, ça nous va très bien. L'équipe municipale parisienne, avec notre maire Bertrand Delanoë, se reconnaît dans ce projet humaniste et efficace que portent toutes ces associations et ces entreprises. Donc, il était naturel pour nous d'accueillir un forum comme le vôtre, parce que nous sommes aussi ouverts au monde dans le cadre de cette solidarité internationale. Et je crois que le forum que vous avez réuni cette année est un forum qui a connu un succès encore plus important que les années précédentes. Le chiffre de 3500 participants circule. Je crois que c'est absolument remarquable que de pouvoir faire venir du monde entier des personnes qu'on a vues tout à l'heure, celles qui ont été lauréates de ces prix internationaux et du prix France, qui inventent, qui
qui invente au quotidien des modalités pour lutter contre la pauvreté. Paris est engagé dans beaucoup de programmes. D'abord, Paris est engagé dans les réseaux internationaux des grandes villes. Et à ce titre, des villes, pas que des grandes villes d'ailleurs. À ce titre, nous avons, je salue notre ministre Pascal Canfin qui nous a rejoints. Je lui souhaite la bienvenue dans cet hôtel de ville de Paris. Je disais donc que Paris est engagé dans des réseaux internationaux et notamment au sein de cités gouvernements locaux unis qui réunit les villes, les maires, les élus locaux de la planète. Et dans cette organisation, nous avons un échange fructueux avec nos collègues qui sont élus locaux. Nous le savons, et d'ailleurs ça figure dans les objectifs du millénaire que Kofi Annan avait porté lorsqu'il a promu cette grande démarche pour lutter contre la pauvreté. Nous le savons, les collectivités ont un rôle essentiel à jouer pour justement permettre de résoudre et de réaliser ces objectifs du millénaire. Et donc ce réseau des villes auxquelles participe Paris est un lieu d'échange permanent sur ces sujets-là et aussi un lieu de coopération. Parce qu'à partir de ce lieu où nous nous rencontrons avec les maires de toute la planète, de tous les continents, eh bien, nous échangeons sur les avancées qui sont les nôtres en termes démocratiques et sur le service que nous rendons à nos concitoyens. Et la question de la lutte contre la pauvreté est une question essentielle. On a monté beaucoup de partenariats et Pierre Chapira est l'artisan de ce travail-là. Il l'a d'ailleurs fait reconnaître au niveau du Parlement européen lorsqu'il était parlementaire européen. Il a fait reconnaître le rôle de la coopération décentralisée dans la lutte justement contre la pauvreté. Et je crois que depuis cette avancée-là, les collectivités ont encore plus de moyens pour aider les associations et les citoyens à avancer. Et c'est ainsi que, par exemple, nous nous inscrivons dans de très nombreux programmes pour lutter contre le sida en Afrique et sur d'autres continents, pour aider à l'éducation des filles, pour venir en aide justement à un certain nombre de communes quant à la question de la gestion de l'eau. Nous avons une expertise, nous avons un moyen, nous avons une ingénierie pour cela et nous l'avons mise à contribution de cette solidarité internationale. Mais aussi dans notre propre pays et dans notre propre ville, ce qui a été dit tout à l'heure par notamment une des intervenantes. Nous devons aussi, bien sûr, partir de ces propositions, de ces initiatives, de ces innovations qui sont faites, y compris ailleurs, et les importer pour venir aussi sur notre propre territoire lutter contre la pauvreté. Je pense notamment au travail, à la réflexion qui s'est engagée sur la question du microcrédit, qui paraissait être un outil uniquement à disposition de pays en développement. Eh bien, nous avons fait nôtre aussi une bonne partie de ces méthodes relatives au microcrédit. Nous avons eu l'occasion d'en parler ici avec de très nombreux acteurs. Donc nous sommes engagés dans ces combats. Je voulais vous dire qu'aux côtés des États, et nous sommes heureux d'avoir un dialogue renouvelé ici en France avec un gouvernement qui considère que la question de l'économie sociale et solidaire est importante, qui considère que la coopération internationale entre la France et des pays qui ont aussi besoin de cette coopération est importante. Nous sommes très heureux de cette nouvelle donne politique en France parce que cette nouvelle donne va pouvoir effectivement amplifier notre action et amplifier notre action dans une période de crise. Et je conclurai là-dessus. C'est vrai que la crise qui frappe nos pays et notamment le monde occidental est une crise d'une violence inouïe. Mais je crois que justement, dans les innovations qui sont trouvées au niveau local, mais qui peuvent être portées à une plus grande échelle, c'est-à-dire que ces innovations-là, elles sont porteuses non seulement d'aménagements immédiats, concrets, dans la qualité de vie de celles et ceux qu'on veut aider, mais en même temps, il peut y avoir une autre échelle à toutes ces innovations qui nous permettent aussi d'apporter des réponses dans cette crise, dans ces crises
que nous vivons aujourd'hui dans nos pays. Et donc, ce qui a été fait dans Convergence 2015, ce qui reste encore à faire pour atteindre les objectifs du millénaire, eh bien, ce sont des sujets qui non seulement nous motivent, mais qui nous passionnent et qui finalement nous engagent en tant que citoyens. Et Paris restera la ville pour vous, dans laquelle ces débats pourront toujours s'organiser et où j'espère que le rayonnement de ce qui sera dit ici, des propositions qui sont faites ici, viendra aussi en aide plus largement à celles et ceux qui ont besoin de changer de vie parce que leur vie ne correspond pas à ce que nous appelons, nous, la dignité de l'être humain. Donc merci pour vos engagements. Sachez que le nôtre sera durable et que cette maison sera toujours ouverte. Merci. Merci Madame la maire de tous ces encouragements. Merci encore une fois de nous accueillir, de nous soutenir dans cette entreprise de longue durée. Je propose maintenant que les autres panélistes nous rejoignent. Jean-Louis Villagius, Bertrand Gallet, Jean-Marc Borello, Jean-Luc Perron et Frédéric Roussel pour nos propos et nos échanges de clôture. Merci à vous de nous avoir rejoints. C'est formidable de vous avoir autour de nous puisque nous avons, au travers des personnes qui sont ici sur ce podium, finalement un échantillon représentatif de l'énergie qu'il y a derrière Convergence, du côté public et associatif. Et vous me permettrez de céder immédiatement la parole à Jean-Louis Villagius, qui préside, comme je crois beaucoup ici le savent, Coordination Sud, qui rassemble les ONG françaises actives dans le champ du développement international. Elles sont nombreuses dans cette salle, elles sont derrière des initiatives qui ont été présentées ici, et sans elles, ce forum ne pourrait pas exister. Jean-Louis, à toi la parole. Merci Jean-Michel, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Madame la maire. Je voudrais dire qu'après l'annonce qu'a fait Madame Hidalgo des 3500 participants, j'ai pris des renseignements, maintenant c'est 4000. Donc ça monte. Donc je suis très, très heureux de participer, comme je crois, toutes les années à Convergence 2015. Convergence 2015 s'est installée, c'est un rendez-vous, il y a qu'à voir cette salle pour voir que beaucoup de gens sont au rendez-vous. Il semble tout à fait important qu'il y ait des moments, il y a différents moments de la solidarité internationale dans l'année, et ce moment où cette diversité d'acteurs est ensemble et où on parle des pratiques et on parle de perspectives et d'avenir me semble tout à fait un moment nécessaire. Alors, je pense que le nom de votre événement, c'est Convergence, et je considère que sur cette question de convergence, il y a un double impératif. Il faut converger tout de suite, je n'ai pas dit maintenant, je dis tout de suite, et puis il faut converger demain. Et demain, c'est en 2015, du nom de votre forum. Il faut converger tout de suite parce que, du point de vue opérationnel, il y a très clairement une complémentarité entre tous les acteurs qui sont là. Nous agissons à l'international sur des territoires avec des acteurs du changement. Et ces acteurs, ils sont divers. Il y a des gens, il y a des autorités locales, des administrations, il y a des associations, de la société civile, des opérateurs économiques. Et c'est clair que le changement sur les territoires au sud, comme en France, ils passeront par la mobilisation de tout cela. Et nous, notre boulot, c'est d'aider à ce rassemblement des acteurs au sud, en étant nous-mêmes convergents et en travaillant ensemble. Je crois que la vieille coopération, qui était une coopération bilatérale d'une ONG à une ONG, d'une coopération d'une collectivité à une collectivité, c'est toujours utile, je ne dois pas l'appeler la vieille. Mais je pense qu'il y a des formes nouvelles de coopération où on converge
dans nos actions avec nos partenaires du Sud. Maintenant, je voudrais venir à la convergence pour demain, c'est-à-dire la convergence pour 2015. 2015, la date elle est claire, hein, on peut dire c'est la fin des objectifs du millénaire ou que c'est le début de la suite. Donc on connaît tous la date vers laquelle se mobiliser pour peser pour que la suite des objectifs du millénaire soit une suite efficace, pertinente, et que la pauvreté continue à baisser à travers le monde. Et ça ne sera pas que la pauvreté. Et là, je pense que certains d'entre vous ont déjà lu le livre qui vient de sortir de François Bourguignon, hein, qui est directeur de l'école d'économie de Paris, qui a été économiste en chef de la Banque mondiale pendant quelques années, qui connaît un peu ces sujets. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « La mondialisation de l'inégalité ». Et il fait un constat. Il fait le constat que depuis notamment le début de la mise en place des objectifs du millénaire pour le développement, la pauvreté a reculé assez largement, liée aux OMD bien sûr, liée aussi à la mondialisation économique. Mais il fait un deuxième constat, c'est que la mondialisation a renforcé les inégalités entre les pays et au sein des pays. Les inégalités, c'est tout aussi un sujet pour nous, pour nos solidarités, que la question de la pauvreté. Les inégalités, en particulier, c'est tous ceux qui n'ont pas accès aux soins, à l'éducation, à l'eau, à la terre, de plus en plus, avec les accaparements, ou accès au crédit, aux activités économiques. Donc je pense que la bataille à venir, c'est aussi la bataille des inégalités. Et cette bataille des inégalités, elle se conduira aussi en mobilisant le politique à tous les niveaux, en mobilisant la société civile, en mobilisant les acteurs économiques et, dans ces acteurs économiques, tous les acteurs de l'économie sociale, pour créer un nouveau rapport entre social et économie. Et puis, ça va s'élargir, parce qu'en 2015, on ne parlera pas que des OMD, on va parler aussi des objectifs du développement durable, mais on va en chercher plutôt la bonne combinaison. Et donc, il va falloir inventer le rapport entre l'économique, le social et l'environnemental. Il va falloir s'attaquer à ces inégalités, ce qui veut dire vraiment mettre en place des régulations internationales de la finance ou d'autres sujets qui sont indispensables aujourd'hui, et puis inventer le financement du développement de demain, toujours avec l'aide publique au développement, même en temps de crise, mais le financement du développement de demain demandera des moyens, une fiscalité internationale tout à fait importante, et c'est ça nos chantiers pour 2015. Donc je souhaite la convergence 2015, de travailler jusqu'à 2015 et d'être un espace de proposition à côté des autres. Je vous remercie. Merci Jean-Louis. Alors tu vas être entendu parce que tout à l'heure Frédéric Roussel va, après Jean-Luc Perron, qui parlera des suites de l'appel de Paris de l'année dernière sur la microfinance. Mais Frédéric Roussel nous parlera du nouvel appel de Paris pour les OMD, ce qui est devenu au cours de ces 3 jours de débat et d'input. Et sans plus attendre, je voudrais passer la parole à Bertrand Gallet, qui est le directeur général de CITI de France. Les collectivités locales sont un partenaire important de ce forum, non seulement à travers la mairie de Paris, mais au travers le très grand nombre d'entre elles qui s'engagent dans la coopération décentralisée, qui travaillent aussi bien avec les entreprises qu'avec les ONG et les universitaires. Et CITI de France représente un des acteurs les plus significatifs de cet univers institutionnel de collectivité locale. C'est aussi un des membres de notre conseil d'administration de Convergence. Bertrand. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la maire, merci beaucoup. Bon, c'est difficile de parler des collectivités locales après Anne Hidalgo qui a bien résumé les potentiels des collectivités dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine de l'économie sociale. Je voudrais peut-être,
bon, Cités Unies, c'est la fédère des collectivités qui ont une action internationale, et il se trouve que le réseau international des collectivités françaises est de loin le premier du monde, et que on travaille à peu près dans tous les pays du monde. Donc, on a pu développer un certain nombre de pratiques, un certain nombre de réseaux qui nous donnent une bonne vision des potentialités des collectivités locales. En fait, ce que je voudrais faire, c'est parler du poids du territoire. Jean-Louis en a un peu parlé, mais le poids du territoire dans ces questions de développement. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe d'abord par la notion de gouvernance, et pas de bonne gouvernance, qui est une façon d'appréhender les choses un peu uniquement sous l'angle de la lutte contre la corruption, ce qui était le cas du G20 de 2011. Moi, je parle de la gouvernance démocratique, qui doit être à peu près la même partout, au nord comme au sud. On n'est pas plus corrompu au sud qu'au nord, et il y a un côté donneur de leçons du G20 qui a été très très mal perçu. Même si la démocratie est difficile, ça reste, comme disait Churchill, la pire des solutions à l'exclusion de toutes les autres, et c'est une aspiration tout à fait universelle. À côté de cette gouvernance, on voit autour du notion de territoire toutes les critiques qui ont pu être faites sur les objectifs du millénaire. Hier soir, dans un débat très intéressant sur les objectifs du millénaire, le représentant d'ATD Quart Monde disait qu'une des carences des 8 objectifs, c'était l'absence des droits sociaux, politiques, économiques des individus. Droits, évidemment, qui correspondent à des droits globalement politiques qui peuvent être garantis justement par des territoires gouvernés. L'autre critique qu'on a sur les objectifs du millénaire, c'est une critique qui porte sur le côté, en français, top-down, c'est-à-dire c'est tombé de très haut avec des objectifs chiffrés, des obligations de résultats. Sur la méthode pour y arriver, sur la participation des populations concernées, pas grand-chose n'était dit. Autre critique aussi, une certaine inégalité avec les moyennes nationales qui ne tiennent pas compte des inégalités locales. Bref, toutes ces questions posent la question du territoire, qui est sans doute l'invariant, la base à partir de laquelle on peut repenser toutes ces questions, la réappropriation, la responsabilisation, toutes choses qui sont actuellement débattues dans le cadre des divers organismes qui réfléchissent à l'après 2015. Alors, il ne faudrait pas, dans cette foulée, faire du territoire le nouveau Eldorado et la réponse à toutes les questions. Je crois que les choses sont très complexes. Il y a beaucoup de sujets de développement qui relèvent du niveau national. On prend un exemple à Madagascar où il n'y a plus d'État. Très gros ONG, très gros moyens sont en charge de la santé et la plupart des indicateurs sont en baisse. Pareil pour l'éducation, pareil a fortiori pour l'énergie. Les panneaux solaires ne remplaceront pas une planification nationale énergétique, mais le territoire a sa place, du fait, d'une part, qui prend de plus en plus d'importance politique. La décentralisation est un des grands faits de ces 15 dernières années. Depuis l'an 2000, les choses ont beaucoup bougé dans ce domaine. L'autre aspect, on l'a dit plusieurs fois durant ces 3 jours, c'est l'urbanisation galopante, les centaines de millions, voire de milliards de populations qui vivent de manière précaire et pour qui il faut construire de la ville. Et on se rend compte maintenant, dans toutes les instances internationales, que la construction de la ville, ça demande un vrai pilotage politique pluridisciplinaire et pas uniquement des bureaux d'études aussi compétents soient-ils. D'où la nécessité des territoires gouvernés par des responsables élus et rendre compte de leurs actions. Alors, c'est une affaire complexe. Je disais qu'on va faire du territoire le nouvel Eldorado. Ne refaisons pas les simplifications. Pendant des années, on a opposé la gentille société civile à la méchante société politique. Je crois que tout ça est même qu'on a opposé les ONG, les entreprises, tout ça est derrière nous. Le travail qui est fait par Convergence, c'est justement une volonté de penser la complexité des choses, de mettre tous les acteurs autour de la table. On cherche des nouveaux concepts, la subsidiarité, le jeu multi-acteurs, multi-niveau, la co-construction. On va voir ce que tout ça va donner dans les années qui viennent. Ce qui est certain,
c'est que tout le monde aura sa place et qu'on ne pourra plus, comme ça a été fait très longtemps à Bruxelles, et je remercie moi aussi Pierre Chapira d'avoir fait évoluer les choses, on ne pourra plus opposer, mettre les collectivités locales dans le même camp que les États et les opposer globalement aux ONG. Je crois que ça c'est terminé. On entre maintenant dans un jeu complexe, plus difficile, moins satisfaisant intellectuellement, mais totalement nécessaire pour répondre aux nouveaux objectifs. Je pense qu'en 2015, on aura des réponses beaucoup plus appropriées à cette compétition. Je vous remercie. Merci Bertrand. Nouveau concept, mais aussi vieux concept, hein, puisqu'on a beaucoup parlé aussi ces derniers temps dans notre forum, dans ce mouvement de réhabiliter l'intérêt général, le bien commun, dans le contexte d'une mondialisation qui ne peut plus en faire une affaire top-down, hein, mais plutôt au contraire bottom-up, mais il y a certainement une réinvention de l'espace commun partagé. C'est aussi des choses auxquelles SOS s'attache beaucoup. C'est pour ça qu'il est pour moi aussi particulièrement agréable de passer la parole à Jean-Marc Borrello. C'est aussi le vice-président de Convergence et il incarne aussi le fait que notre activité, notre accent n'est pas que à l'international, il est aussi ancré en France, où SOS est particulièrement actif, bien entendu, et donc le mouvement joue un rôle important dans cette mouvance de convergence. Jean-Marc. Merci. Bonjour. Nous convergeons depuis quelques années à cette même place, chaque année de plus en plus nombreux. Donc moi j'étais déjà à 4500, 5000, mais ça doit être mon origine qui fait ça. Nous convergeons, mais il y a nécessité, nous disait Bertrand, de réconcilier un certain nombre de concepts que pendant ces dernières années on a voulu opposer, voire monter les uns contre les autres. Alors le concept d'efficacité économique, il existe, il doit être mis au service de l'intérêt général. Et ça c'est un premier sujet. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler d'efficacité économique d'un côté, comme si c'était la solution à tous nos maux, comme si la croissance globale permettait la réduction des inégalités. Vous savez parfaitement qu'il n'en est rien. Un pays peut croître et croître largement, et dans le même temps, les inégalités à l'intérieur de ce pays croissent elles aussi. Donc on a en ce moment la nécessité de réconcilier cette efficacité économique, et c'est ce que propose le mouvement des entrepreneurs sociaux, et de la mettre au service de l'intérêt général, parce que c'est un concept tout à fait exportable, hein. C'est un concept qu'on nous envie, c'est un concept qui fait que dans quelques semaines, à l'invitation du comptoir de l'innovation, le maire de Séoul viendra te rencontrer pour essayer de voir comment Paris traite l'intérêt général. Donc ce sont des sujets qui sont à retravailler pour faire en sorte qu'on puisse converger sans arrière-pensée. Faire converger aussi le droit commun et la lutte contre les exclusions. Tu disais que la pauvreté a reculé, pas en France. La pauvreté a augmenté ces dernières années. Et ce matin, Martin Hirsch en faisait d'autant mieux le constat qu'il a été chargé de lutter contre la pauvreté, et il constatait lui-même que la pauvreté a augmenté ces dernières années dans ce pays. Le Premier ministre a annoncé hier que pour le 15 décembre, une grande conférence autour de la lutte contre la pauvreté serait organisée. Les ONG ont déjà commencé à travailler avec les services du Premier ministre et les grandes fédérations associatives pour que l'ensemble des sujets qui doivent être traités au niveau de la pauvreté soient réfléchis jusqu'au 15 décembre. On espère que le 15 décembre, une série de décisions seront annoncées par le Premier ministre. Alors, à la fois l'urgence de la situation actuelle des personnes sans logis, pour lesquelles 50 millions d'euros ont été débloqués hier dans le discours du Premier ministre, mais aussi la nécessité d'inventer un dispositif moins excluant. On ne peut pas continuer à construire une société dans laquelle la machine économique globale exclut de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus loin, et quelques gentils associatifs, militants
militants de la première heure, continue à essayer de réinsérer ceux que le système général passe son temps à exclure. Donc l'idée d'un modèle économique qui soit inclusif et pas excluant est un sujet majeur, et ça, c'est aussi un thème très fort pour l'économie sociale solidaire. Nous avons un ministre, nous aurons bientôt un cadre légal avec l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social, un label français, un label européen, des fonds européens qui ont été présentés, une mobilisation qui dépasse largement le cadre national. On a reçu la semaine dernière le conseiller du président de Corée du Sud, que nous avons amené à Bercy. Nous avons rencontré à l'époque les conseillers du président Obama. L'entrepreneuriat social, c'est une solution, un modèle qui convient à une période difficile en termes budgétaires et à une période où à la fois nous avons à être plus économes en deniers publics et plus solidaires entre nous et au-delà avec les pays voisins et ceux qui sont plus loin. Donc c'est un deuxième sujet de réconciliation majeur. L'accès à la santé ne doit pas être une marchandise comme les autres. L'accès à l'éducation, l'accès à des centres pour personnes âgées dépendantes, ça c'est l'intérêt général. Il y a des modèles privés lucratifs avec de la segmentation de marché, des maisons de retraite pour pauvres préfabriquées avec des chambres de 12 mètres carrés. Et puis, il y a un modèle de l'économie sociale où tout le monde a les mêmes services, mais on ne paye pas la même chose selon que l'on soit fortuné ou qu'on soit sans ressources. Ça, c'est le modèle de l'entrepreneuriat social pour le plan de dépendance. Enfin, il y a vous, c'est-à-dire la nécessité, me semble-t-il, avec des pouvoirs publics, on a parlé ce matin de pouvoirs publics réconciliés entre eux, si j'ose dire, vu la capacité meilleure pour l'État de travailler avec une majorité de départements, de régions et de grandes villes dans ce pays. On a un moment historique, encore faut-il ne pas oublier les grandes entreprises, parce qu'on ne fera pas sans les grandes entreprises. Si on travaille sur l'insertion des personnes en difficulté, on ne peut pas imaginer que les quelques milliers d'entreprises d'insertion vont régler le problème. Il faut qu'on puisse travailler avec les grands groupes pour permettre aux personnes qui sortent de nos entreprises d'insertion de pouvoir accéder à un emploi durable. Donc, pouvoir public, très clairement, grandes entreprises, et je l'ai dit à vous, c'est-à-dire vous qui êtes capable d'inventer, de créer, pour mieux distribuer la richesse, le plus simple est de la créer avant. Et je trouve que lorsqu'on intervient à HEC, SEC, Sciences Po, mais des universités ici ou là, bientôt dans l'ensemble des universités des écoles de France, on parlera d'économie sociale et solidaire. Benoît Hamon a mis ça en place avec le ministre de l'Éducation nationale. Donc un moment formidable où la relève est enfin assurée. Et moi je suis extrêmement optimiste parce que je suis passé hier soir voir les 1000 et quelques jeunes qui, dans les sous-sols du Palais Brognard, présentaient leurs projets, imaginaient des solutions innovantes, lancer des entreprises, trouver des financements. Et c'est vrai qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mais hier soir, j'ai vu une forêt pousser et je suis persuadé que c'est celle-là qui va changer le monde. La forêt qui poussait hier faisait beaucoup de bruit sympathique. Mais alors, tu as parlé des pouvoirs publics. Ils sont un interlocuteur essentiel. Nous travaillons tous avec l'État d'une manière ou d'une autre. En France, ici, bientôt sur notre territoire et à l'international. C'est pour ça que c'est aussi une joie pour moi et un honneur d'accueillir Pascal Canfin, pour la première fois personnellement, bien entendu, puisqu'il a pris ses fonctions récemment. Il apporte un nouveau souffle et un renouveau dans cette politique de développement et c'est particulièrement important pour qu'il ait accepté de venir à Convergence témoigner de son propre engagement, d'ailleurs personnel, de longue date, avant même d'accéder à ses fonctions ministérielles. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
bonjour tout le monde. Il est d'usage protocolairement, d'après ce que j'ai appris au Quai d'Orsay, qu'on ne parle pas après un ministre. Mais il se trouve que j'ai quelques contraintes d'agenda qui font que je devrais vous quitter peut-être avant la fin de cette table ronde pour rejoindre bientôt l'Assemblée Générale des Nations Unies, où nous allons parler d'un certain nombre de thèmes qui ont été également évoqués aujourd'hui. Et donc, vous m'en excuserez, et nous sommes en rupture totale par rapport au protocole. C'est une forme d'innovation parmi d'autres tout à fait souhaitable. Je remercie vraiment de tout cœur la ville de Paris d'accueillir et de contribuer à l'organisation depuis un certain nombre d'années maintenant de ce forum, qui est clairement un des lieux qui permet à la fois de brasser des idées, de brasser des concepts, des parcours, mais aussi des initiatives concrètes qui permettent ensuite de faire avancer les choses. Et puis je remercie bien évidemment l'un de ses principaux organisateurs, l'un de ses principaux initiateurs, Jean-Michel Severino, qui a joué, qui joue et qui continuera à jouer dans l'avenir un rôle prépondérant pour animer la politique française de développement et pour animer la réflexion et l'action au niveau international sur ces sujets, puisque, comme vous le savez sans doute, il sera un des experts dans ce fameux panel onusien qui, sous la responsabilité de David Cameron, du président du Libéria et de l'Indonésie, essaiera de produire la feuille de route pour les futurs objectifs du millénaire. Moi, je voulais insister dans le temps limité qui m'est imparti sur quelques mots-clés qui vont guider, qui ont commencé à guider et qui vont guider mon action comme ministre délégué en charge du développement, sachant que c'est la première fois que la France dispose d'un ministre en charge du développement et uniquement du développement, puisqu'il ne vous aura pas échappé que le terme coopération, qui pouvait renvoyer à d'autres univers et à d'autres pratiques, ne figure plus dans l'organigramme ministériel et que j'ai donc en charge totalement, mais uniquement, la politique du développement et je m'en réjouis. Quelques mots-clés donc pour symboliser mon action. Premier mot-clé, d'ailleurs la plupart d'entre eux figurent dans le document de communication de ce forum. Le premier mot-clé, je dirais effectivement, c'est la recherche d'une convergence entre les objectifs du millénaire et les nouveaux objectifs du développement durable, qui sont peut-être la seule sortie concrète du sommet de Rio+20 au printemps au Brésil. Je le dis en tant qu'écologiste, mais je le dis surtout en tant que membre de ce gouvernement, parce que c'est la vision partagée par la France et aussi par l'Union européenne, qui est de dire finalement quel est l'enjeu qui est devant nous. C'est de trouver des nouveaux compromis au niveau mondial pour continuer à sortir 1,3 milliard d'êtres humains de l'extrême pauvreté dans laquelle ils sont encore, tout en trouvant les moyens, les modes de consommation, les modes de vie en ville, les modes de production, pour vivre à 9 milliards en 2050, dans une planète aux ressources limitées. Je crois que ce défi, c'est un défi historique, c'est la première fois que l'humanité est dans son intégralité confrontée à ce défi, et ça fait partie de ma feuille de route, telle qu'elle a été définie par le président de la République justement au sommet de Rio, d'essayer de trouver des solutions pour parvenir à ce nouveau compromis. À l'Assemblée Générale des Nations Unies, et en marge de cette Assemblée Générale, je rencontrerai les négociateurs climat, les grandes négociations climatiques, brésiliens, indiens, chinois et autres, pour essayer de contribuer à faire avancer ces grandes négociations qui finalement est bloquée sur, comme l'a été la négociation à Rio, est bloquée sur quoi? Sur le fait que les pays les plus pauvres considèrent encore majoritairement que la question de la soutenabilité c'est pour demain, que c'est un luxe pour les riches. Les pays émergents considèrent encore majoritairement que l'enjeu c'est de sortir une partie de leur population de la pauvreté et de répondre aux aspirations légitimes de leur classe moyenne à consommer plus comme nous l'avons fait nous-mêmes. Et les pays riches
qui ont un discours dans l'ensemble ouvert à l'idée de cette transition, de ce nouveau mode de développement, mais qui eux-mêmes ont bien du mal à engager pour de vrai cette transition et qui en plus ont bien du mal à mettre des financements supplémentaires publics au pot commun. Et donc au final, lorsqu'on croise tout ça, on a un peu l'ensemble vide qui existe au niveau international pour faire avancer ces négociations. Et donc un des enjeux, et je pense que votre initiative peut y contribuer, et lorsque j'aurai l'occasion d'en discuter avec certains d'entre vous, on se revoit avec Jean-Michel à New York la semaine prochaine, d'identifier les acteurs qui, dans les différents pays, veulent contribuer à changer cette vision dominante des choses. C'est-à-dire dans les pays les moins développés, ceux qui disent non, la question de la soutenabilité, la question du développement durable, c'est pas pour demain. C'est un enjeu aujourd'hui parce que les premières victimes du changement climatique, ce sont les plus pauvres. Parce que ce sont les plus vulnérables, ils ont le moins de moyens de s'adapter et que les écosystèmes dans lesquels ils sont les plus vulnérables. Quand il pleut 30% de moins au Niger, de manière générale que depuis sur les 10 dernières années, et quand il pleut beaucoup comme cette année, ça tombe pendant quelques jours et ça fait des dommages monstrueux, on voit bien qu'on est dans l'immédiat et on est dans la lutte contre la pauvreté. Quand au Sénégal, nous avons l'érosion côtière qui fait que des gens qui habitaient à Saint-Louis ou ailleurs doivent repartir dans les campagnes et donc modifient les systèmes économiques, les systèmes de distribution, on est dans l'immédiat et on est dans la lutte contre la pauvreté. Donc c'est fondamentalement la vision française des choses, c'est aussi la vision européenne, c'est à nous de la faire partager, c'est de plus en plus partagé avec les pays africains. C'est pour ça que nous sommes en train de construire un axe, un partenariat stratégique sur la question des biens publics mondiaux entre l'Union européenne et l'Afrique. C'est tout l'enjeu de l'agenda l'agenda 2015 en faisant converger les objectifs du millénaire et les objectifs du développement durable. Il y a tout un travail, osais-je dire le mot, bureaucratique qui va commencer à New York, et je pense qu'il faut garder l'impulsion politique, garder la vision, et mettre en place les négociations bilatérales pour faire avancer cette grande espérance qui est qu'en 2015, en plus des objectifs du millénaire renouvelés, nous ayons une vision convergente qui fasse que, effectivement, quand on parle aujourd'hui de lutte contre la pauvreté, on n'oublie plus des déterminants majeurs de la lutte contre la pauvreté, comme la lutte contre la sécheresse, l'accès à l'eau, le changement climatique. Deux derniers points, si vous m'en laissez le temps. Le mot innovation. Le mot innovation est vraiment au cœur de ce que je souhaite porter. L'innovation peut prendre plusieurs formes. Elle est d'abord technique. Je sais plus qu'il y avait une des ateliers qui était consacré à ce thème. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'innovations à déployer au service du développement. On a tous en tête la façon dont la banque mobile contribue à renforcer, à sortir de la pauvreté un certain nombre de personnes. On a tous en tête la façon dont les applications sur les téléphones portables des agriculteurs pour connaître les cours des matières premières permettent de diminuer le poids des intermédiaires et donc de renforcer les revenus agricoles. On peut imaginer demain d'autres choses et je suis tout à fait disposé à travailler avec les entreprises ou les ONG qui souhaitent pour aller dans cette direction, déployer les innovations qui par définition, comme toute innovation, est aujourd'hui limitée. L'innovation, ce n'est pas que l'innovation technique, c'est aussi par exemple l'innovation financière. On a évidemment tous déjà débattu des intérêts et des limites aussi de la microfinance. Il y a aussi la question de la microassurance. Tout à fait imaginer déployer des choses qui existent déjà pour assurer les producteurs contre le risque de sécheresse, contre le risque climatique, de perte de récolte, qui est le fait que les petits producteurs ne soient pas, notamment en Afrique ou en Inde, assurés contre ces pertes-là, est un événement économique incroyablement déstabilisant pour les personnes et pour les communautés. Et donc développer des savoir-faire en termes de microassurance avec des fonds qui pourraient venir à la fois des assureurs tels qu'on les connaît, des bailleurs, mais aussi évidemment des assurés. Et en trouvant les modèles économiques qui fassent qu'on peut déployer ça, je crois qu'on est dans des modèles qui sont très rentables en termes d'investissement financier.
parce que ça coûte un tout petit peu au début, mais derrière, ça assure une sécurité concrète sur le long terme pour ces personnes. D'autres initiatives que je n'ai pas le temps de développer doivent se déployer. La question des nouveaux outils financiers en termes de garantie, ce que l'État pourrait faire pour pouvoir faciliter le déploiement de la finance carbone, par exemple, énormément d'enjeux qui sont devant nous et qui permettraient, dans un contexte budgétaire contraint, de faire levier pour le développement. Et je n'ai même pas parlé des financements innovants, qui reste bien évidemment une des priorités de la France, comme elle le fut auparavant, portée par le précédent gouvernement. Et là, l'enjeu, c'est, au-delà de la taxe sur les transactions financières, dont on voit bien qu'au niveau international, même si Jean-Luc Villajus nous disait à juste titre qu'il faut aller vers cette fiscalité internationale, force est de constater que le front, c'est un peu la face nord de l'iceberg, de l'Himalaya. On peut avancer en revanche sur d'autres outils de financement innovants, trouver des alliances plus larges que simplement sur la taxe sur les transactions financières. C'est un des sujets que je porte très fortement dans mon agenda. Dernier point, celui consiste à dire que le développement, les politiques de développement ne doivent pas se résumer à l'aide publique au développement. Non pas que l'aide publique au développement ne soit pas nécessaire, mais au final, quel est le but ultime de l'aide publique au développement? C'est de s'éteindre. C'est qu'on n'en ait plus besoin. Et donc de faire de sa augmentation permanente une finalité en soi me semble questionnable. Là, l'enjeu aujourd'hui, et je vous invite, c'est pour ça que je voudrais conclure sur ce point, je vous invite vraiment à vous mobiliser, vous tous qui avez à cœur l'enjeu du développement, sur la question de la transparence du reporting pays par pays. C'est en ce moment que ça se passe en Europe. Le Parlement européen a voté il y a 2 jours sa version de la directive initiée par Michel Barnier, le commissaire français, pour obliger les entreprises, les grandes entreprises partout en Europe, les entreprises d'une taille importante, dont le siège social est situé en Europe, et qui opèrent à l'extérieur de l'Union européenne, notamment dans les pays en développement, obliger ces entreprises à publier des comptes pays par pays, projet par projet, de façon à ce qu'on sache exactement où sont les flux financiers, et de façon à ce qu'on aide à lutter contre la corruption, et qu'on aide les États du Sud à collecter les impôts qui leur permettent ensuite de mener des politiques publiques pour des biens publics, politique de santé, politique d'éducation, avec leurs propres ressources, sans avoir besoin de l'aide publique au développement. Parce que les flux financiers qui remontent des pays du Sud, comme vous le savez, via par exemple l'optimisation fiscale, passage par certains territoires exotiques, c'est 10 fois l'aide publique au développement, selon les chiffres des ONG que M. Villajus connaît bien. La bataille actuelle, et la France est bien décidée, ce n'est pas une position personnelle, évidemment une position personnelle, c'est une position partagée totalement avec l'ensemble du gouvernement, avec Pierre Moscovici, c'est une position sur laquelle le président de la République a énormément insisté, y compris au Conseil des ministres, alors qu'a priori on peut s'attendre à ce que la question du reporting pays par pays, la transparence des investissements ne vienne pas spontanément au Conseil des ministres. Il a tenu à soulever ce point. La France prendra le leadership en Europe pour qu'on ait le texte le plus ambitieux possible, parce que maintenant commence, quand je dis maintenant, c'est vraiment maintenant, les négociations entre les États et le Parlement européen, pour aboutir avant la fin de l'année. Donc partout où vous êtes, puisque je suis devant une audience française, mais pas seulement française, partout où vous êtes en Europe, mobilisez la société civile. Je donne 2 exemples de pays parmi d'autres. Nous avons besoin d'une petite mobilisation de la société civile au Royaume-Uni et en Allemagne, pour faire bouger les lignes, pour faire en sorte que le texte, le niveau d'ambition du texte soit le plus élevé possible. Et en faisant cela, j'aurais budgétairement contribué pour 0 € à l'aide publique au développement. Je pense avoir largement contribué, si je gagne cette bataille, si nous gagnons cette bataille, au développement réel de ces pays. Donc tous ces sujets, les assises, le 0,7, les objectifs du développement durable, nous aurons l'occasion d'en débattre ensemble, puisque pour la première fois depuis 15 ans, nous organisons à partir de la mi-octobre jusqu'à la fin février, début mars, les assises du développement et de solidarité internationale. J'imagine que bonne partie d'entre vous pourront s'y retrouver. Ce sera sur
4 mois, 4-5 mois, avec 5 thèmes qui ont été retenus, et nous allons débattre le plus largement possible avec les entreprises, avec les ONG, avec les collectivités locales, les parlementaires, avec les partenaires du Sud. Je suis en train de faire en sorte de débloquer les systèmes de contrôle de Skype au ministère des Affaires étrangères pour qu'on puisse enfin avoir des discussions avec Skype avec nos partenaires du Sud, sur Skype. Je suis en train de gagner cette bataille homérique qui restera à mon bilan comme un des flambeaux de mon action. Concrètement, ça veut dire que nous aurons ce temps de discussion, et c'est un temps de discussion qui précédera un temps très concret d'action ensuite, puisque ces assises seront clôturées par le président de la République, qui prendra à ce moment-là un certain nombre d'engagements. Je vous remercie beaucoup. Vous voyez que cette politique, comme le disait Jean-Michel Severino, et je le remercie pour ce mot, vit une forme de rénovation que j'entends incarner, mais pour le faire, j'ai évidemment besoin de vous tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, et merci de cette convocation, de cette invitation à ces assises de la solidarité internationale. Nous serons nombreux à y participer, nombreux parmi ceux qui constituent Convergence. Vos appels à mobilisation pour notamment les OMD vont être également entendus, on en a déjà parlé. Et je voudrais maintenant passer la parole successivement à Jean-Luc Perron et à Frédéric Roussel. Alors Jean-Luc Perron est le directeur général de Grameen Crédit Agricole. Il est à la fois un acteur de la microfinance, de l'économie solidaire, de l'économie sociale, au travers de l'association de la Fondation avec le professeur Younous, mais il est aussi, je dirais, l'héritier à l'incarnation du Crédit Agricole, et il démontre par sa présence et par le financement que le Crédit Agricole apporte à cette entreprise sociale, le fait que là aussi des très grands groupes, en l'occurrence, l'importance que les groupes peuvent accorder à cette lutte commune. Alors Jean-Luc, sans en quelque sorte dévoiler tout ce que tu vas nous dire, un des aspects importants que tu vas évoquer est le sort de l'appel de Paris sur la microfinance responsable que nous avions lancé l'an dernier. Le mouvement Convergence n'est pas, on l'a répété tout à l'heure, un mouvement idéologique, politique, c'est pas un mouvement de construction de consensus. Néanmoins, l'année dernière, nous avons commencé de entamer cette voie de grands appels sur le sujet qui concerne l'identité même de notre mouvement. Frédéric Roussel va nous parler de celui que nous lançons cette année. Donc, qu'est-ce qui est devenu finalement l'appel sur la microfinance depuis un an? Merci Jean-Michel. J'espère que l'incarnation du Crédit Agricole ne sera pas interdite de séjour au Quai d'Orsay pour avoir pris la parole après le ministre. Madame la maire, cher Jean-Michel, chers amis de Convergence, à l'ouverture du Forum mondial il y a 2 jours, Michel Rocard, dans une intervention remarquée, nous a encouragés à être ambitieux, prophétiques et doctrinaux. Et donc, ici à Convergence, nous avons décidé d'être ambitieux, prophétiques et pragmatiques. Notre ambition, vous le savez depuis le début, c'est de décloisonner des familles d'acteurs qui ont en commun de servir le même intérêt général au-delà de leurs différences de statut, de mode d'action ou de positionnement qui nous enferment parfois dans des questions étanches. De faire converger tous ces acteurs en favorisant les débats et les échanges de bonnes pratiques, en stimulant les partenariats publics, privés, ONG, et aussi en encourageant les transferts de savoir-faire entre le Nord et le Sud et le Sud, le Sud et le Nord. Des exemples ont été donnés, le microcrédit inventé dans le Sud, applicable dans nos banlieues, Anne Hidalgo y a fait référence. Le concept de social business inventé, testé par le professeur Younous et par d'autres acteurs dans les pays du Sud, développé dans nos pays par des grandes entreprises et par des ONG en réponse à des problématiques d'accès au logement, à la santé, à la communication, je ne cite pas de nom.
Dans un tout autre domaine également, et je fais écho à ce que disait le ministre il y a un instant, je prends modestement l'exemple de notre fondation. Nous avons organisé il y a 3 semaines un voyage d'études d'une semaine en Inde du Sud, en partenariat avec un institut indien spécialisé sur les questions d'assurance, pour étudier l'expérience indienne de la micro-assurance récolte basée sur des indices météorologiques ou des indices de rendement. Il y avait 23 participants de 13 pays différents, et donc je crois que c'est un bon exemple de ces transferts de savoir-faire qui vont se développer de façon, je dirais, multilatérale. Il y a donc un potentiel considérable d'enrichissement mutuel, pour peu que s'effacent les préventions, parfois les susceptibilités de personnes ou les rivalités de chapelle. Il me revient aussi de donner un éclairage sur nos ambitions internationales. Notre ambition est d'aller plus loin en élargissant constamment Convergence 2015 au-delà du niveau initial des acteurs qui l'ont fait naître, qui seront essentiellement les acteurs français de la microfinance, du développement et de l'entrepreneuriat social. Cet élargissement, et c'est un autre appel, s'adresse bien sûr aux ONG actives sur le front de la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion. Il s'adresse aussi aux universités et aux écoles de commerce qui ont développé des chaires spécialisées sur ces questions. Il s'adresse aux acteurs européens pour que l'ambition de convergence soit relayée et amplifiée à Bruxelles, à Madrid, à Londres, etc. Nous avons déjà accueilli au sein de Convergence plusieurs plateformes ou réseaux d'acteurs de la microfinance, de la venture philanthropie ou de l'entrepreneuriat social. Et nous avons établi une relation coopérative avec la Commission européenne. Je voudrais à cet égard saluer l'initiative de la Commission européenne, l'initiative de la Social Business Initiative, pour parler en bon français, annoncée par Michel Barnier en octobre 2011, et qui comporte tout un tas d'initiatives, et dont le premier wagon, si je puis me permettre cette expression, est en train d'arriver en gare. Il s'agit d'un règlement européen extrêmement important qui crée pour la première fois une catégorie de fonds d'investissement en Europe, des fonds européens d'entrepreneuriat social. Ce règlement européen a été adopté en première lecture en assemblée plénière du Parlement européen il y a quelques jours. Il n'attend plus que la levée de quelques réserves par le Conseil des ministres européens pour devenir applicable dans les mêmes termes sur tout le territoire de l'Union. Je pense qu'il y a là une ouverture importante, et d'autant plus importante qu'à l'initiative de Convergence, le texte ne s'applique pas que à des entreprises sur le sol européen, mais aussi à des entreprises de social business dans les pays du Sud. Convergence 2015 encourage évidemment la Commission et le Parlement européen et le Conseil européen à prendre de nouvelles initiatives qui favorisent le drainage de l'épargne, pas seulement l'épargne des institutionnels et des grandes fortunes, mais aussi demain l'épargne populaire et solidaire, celle du grand public, vers des fonds solidaires, d'entrepreneuriat social et de microfinance dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement. Être ambitieux, mais aussi être prophétique. Je viens au point de Jean-Michel. Il y a 16 mois, à cette même tribune, je vous présentais l'appel de Paris pour une microfinance responsable. Après les critiques parfois justifiées, entendues et rapportées par les médias sur les dérives constatées, je ne reviens pas sur ces défauts réels, ces dérives dans tel ou tel pays. L'ambition de ce texte élaboré par Convergence était à la fois de remettre la microfinance dans sa perspective d'origine, de la remettre sur ses pieds, si je puis dire, sa perspective de lutte comme outil de développement au service de la lutte contre la pauvreté et au service de la dignité des personnes. C'était aussi de rappeler, car ce n'est pas connu du grand public ni des décideurs, les nombreuses initiatives qui ont été développées dans une table ronde ici, qui ont été prises par le secteur lui-même, par les acteurs du système, du secteur de la microfinance, pour agir de façon responsable et rendre des comptes sur leur impact social. Et enfin, l'idée c'est de faire adhérer tous les acteurs, institutions de microcrédit, mais pas seulement elles, les investisseurs, les prestataires de services, les agences de coopération, les institutions financières internationales, à un socle fondamental de principes communs et les mobiliser pour développer davantage encore les microservices financiers adaptés, notamment en Afrique. Cet appel, je suis heureux, a été entendu, puisque plus de 500 organisations et d'éminentes personnalités l'ont signé. Mais ce résultat ne
ne serait pas suffisant si nous n'avions pas pu et si nous n'avions pas réussi au cours des dernières semaines de jeter un pont entre les deux rives de l'Atlantique. En effet, il y a un an, je disais, mais il faut que cet appel de Paris devienne l'appel de tout le monde, l'appel de Bruxelles, l'appel de Madrid. Eh bien, il est devenu aujourd'hui, et je suis heureux d'annoncer, l'appel mondial pour une microfinance responsable. En effet, les grands réseaux américains basés aux États-Unis de microfinance, je ne vais pas tous les citer, mais ils représentent vraiment une force importante réunie dans ce qu'ils appellent le CEO Working Group, a reconnu dans nos formulations et dans nos propositions ses propres objectifs et ses propres préoccupations. Et se sont ralliés très largement au texte que nous avions préparé, qui a été adapté et actualisé, mais pas édulcoré, et qui est aujourd'hui disponible pour signature avec un écho beaucoup plus puissant, puisque l'appel de Paris a été entendu et devient un appel mondial. Si j'osais, dans ce lieu où on sonnait et on résonnait les bruits de la Révolution, on disait « Vive le roi est mort, vive le roi », je dirais « L'appel de Paris est mort pour la microfinance, en tout cas, vive l'appel mondial pour la microfinance ». Mais je vous rassure, Convergence va reprendre un nouvel appel de Paris. Il a déjà été évoqué assez largement pour faire de Convergence un lieu de mobilisation de tous les acteurs de la société civile, des ONG, de tous les acteurs professionnels aussi, des secteurs que nous couvrons, pour contribuer à la nouvelle frontière qui constitueront les nouveaux objectifs du développement et pour lesquels la réflexion est déjà bien avancée. Permettez-moi seulement, à la lumière de l'expérience de l'appel mondial pour une microfinance responsable, de souhaiter que ce nouvel appel de Paris reçoive le même écho et que notre prophétie soit auto-réalisatrice. Bon, merci Jean-Luc. Donc une nouvelle grande étape pour cet appel microfinance, et pour un sujet, encore une fois, au cœur de notre préoccupation. La microfinance responsable, c'est la condition, c'est une microfinance durable, c'est la condition de sa survie économique, financière, politique. Et l'aventure aussi n'a fait que commencer avec cette nouvelle étape. Je voudrais appeler en fait Frédéric Roussel à conclure cette table ronde avec une mention particulière. Je crois que si nous sommes ici tous ensemble réunis pendant ces 3 jours et ici à l'Hôtel de Ville ce soir, c'est à Frédéric que nous le devons beaucoup, principalement. C'est lui qui a lancé avec toute la capacité de logistique peut-être derrière lui ce forum. Donc je crois que nous devons lui rendre hommage au moment où cette année notre forum a pris un nouveau tournant en densité, en nombre de participants. Tout cela ne serait pas là sans lui. Et je dirais il va nous montrer à nouveau le chemin vers une nouvelle étape, puisque ayant démarré sur une nouvelle vision, puisqu'ayant démarré ce forum autour des OMD qui nous réunissent, c'est dorénavant autour des futurs OMD qui nous réuniront après 2015 que nous allons continuer notre œuvre de militantisme, et je le laisse vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours depuis qu'au début il nous a appelés à nous rassembler derrière une nouvelle vision, et où nous sortons et vers quoi nous dirigeons vers une désormais. Bon, d'abord, avec tout le respect du Jean-Michel Severino, je voudrais me rectifier. Si nous sommes ici ce soir, dans le cadre de la ville de Paris, et que nous sommes depuis quelques années, on le doit d'abord au soutien personnel de M. Pierre Chapira, que je ne remercierai jamais assez pour l'appui qu'il nous a donné depuis le premier jour. Et bien sûr, à Naïm Belgo qui a suivi et supervisé l'affaire. Et on doit aussi beaucoup aux Chemises Roses et à toute l'équipe d'Acted et des autres partenaires qui ont travaillé jour et nuit. Je peux en témoigner, le week-end compris, les 3 dernières semaines. Donc c'est à eux que je remercie.
Alors, Jean-Luc Perron citait Michel Rocard, qui a effectivement 8 minutes tracé de façon. Michel Rocard, une vision vraiment enthousiasmante de ce qu'on est en train de faire. Mais moi, je citais Jean-Luc Perron, effectivement visionnaire, prophétique, ambitieux et pragmatique. Je crois que c'est vers ça qu'on tend. L'idéologie, on verra plus tard. En gros, quel était le constat en 2008? On travaillait dans l'humanité et le développement et on s'est dit, bon, ces objectifs du millénaire, ça donne quoi? Et en 2008, c'était il y a pas mal de temps déjà, mais c'était moins de 2000. Et quand les objectifs du millénaire ont créé en 2000, en fait, le monde était très différent. La plupart de nous avions déjà le bac, mais à vrai dire, c'est notre époque. En 2000, c'était la mondialisation triomphante, la croissance économique la plus importante de l'histoire de l'humanité. C'était l'optimisme général. Et au fond, les objectifs du millénaire, c'était dans ce contexte vu comme, bon, la croissance est mondiale, tout va très bien, c'est extraordinaire, et on va s'occuper quand même de ces pauvres sérieusement pour qu'ils aient plus d'eau, etc. Simplement, en 2008, qu'est-ce qu'on voyait arriver et qui maintenant apparaît chaque jour de plus en plus? C'est la convergence de 3 problèmes. Ils étaient clairs en 2008, ils sont encore plus clairs maintenant, et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Ces 3 problèmes ont remis à plat, à vrai dire, toute la logique optimiste qui avait présidé à notre vision du monde à la fin des années 90, à la mise en place des microcycles du millénaire. Le premier problème, c'est que la réduction de la pauvreté est basée sur une croissance. Sauf que la croissance, on l'a plus. Donc l'idée était simple, dans une mondialisation qui permet une croissance mondiale de 5% par an, on va trouver les ressources dans la croissance économique, c'est l'émergence de la classe moyenne en Asie, et dans les ressources publiques excédentaires pour permettre que ces pauvretés se réduisent. Mais l'arbre qui est tombé en 2008, il a fait un gros boom, on ne sait pas très bien encore si on a entendu tout le boom, enfin il est tombé, la croissance à 5% par an, c'est terminé pour un mal d'années. Donc le substrat idéologique, pour le coup, des objectifs du millénaire est tombé et on ne s'en est pas bien rendu compte. La croissance économique n'est plus là, les surplus budgétaires vont être de plus en plus difficiles à mobiliser, et donc les objectifs du millénaire quantitatifs ne sont plus si évidents que ça. La deuxième problème qui apparaissait, et qui est maintenant chaque jour de plus en plus grand, évidemment, c'est la limitation des ressources naturelles. Il y a 20 ans, l'écologie s'était proposé, c'était protéger les bébés phoques, et j'étais pour d'ailleurs. Maintenant, c'est un problème très différent. On est dans une situation où chaque jour, on se rend compte que le vrai problème, c'est que ce qui est en danger, c'est l'homme. C'est-à-dire que cette croissance économique, non seulement elle ne produit plus de ressources, mais fondamentalement, elle entre en contradiction avec un autre problème, c'est que l'homme est menacé, que ce soit par la rareté des ressources énergétiques, là où il y a 5000 raisons. Et bon, c'est la deuxième, et ces deux choses se contredisent l'une l'autre. Il faudrait plus de croissance pour la pauvreté, mais cette plus de croissance devient virtuellement impossible parce qu'elle s'adresse à un monde fini qui n'a pas les ressources de tenir une croissance aussi importante. Le troisième enjeu qui apparaît, hélas, parce qu'il concerne plus directement de plus en plus clairement, c'est que le système de protection sociale qui protégeait la population des pays occidentaux n'est plus tenu, n'est plus soutenu par un différentiel de compétitivité économique qui nous permet chaque année de continuer à protéger les populations comme on le faisait. En clair, l'Occident, depuis déjà pas mal de temps, plus on imagine, j'imagine, n'a plus vraiment les moyens de maintenir un système de protection sociale aussi inclusif que celui qui avait été bâti les 50 dernières années. On l'a fait en s'endettant, l'endettement devient difficile, on se rend bien compte qu'on est à la fin d'un modèle. Alors, après, ça c'est voir si beaucoup d'arbres vont tomber encore aussi, etc. Mais bref, la convergence de ces 3 problèmes nous a paru frappante en 2008. À vrai dire, maintenant, c'est plus frappant, c'est la maison qui court, parce que ces 3 problèmes sont devenus 10 fois plus graves depuis 2008. Mais bref, au départ, notre vision, c'est que cette convergence de ces 3 problèmes, et qui sont pratiquement contradictoires les uns avec les autres, étaient au nœud de ce que Michel Rocard décrivait en début de session comme quelque part la fin d'un monde et le début d'un autre. Alors le problème de la fin d'un monde, c'est que c'est des arbres qui poussent lentement et un arbre qui tombe vite. Donc on est dans une situation très délicate et on s'est dit qu'il y avait urgence à aider à ce que ce nouveau monde économique se jaillisse et que toutes les petites pousses
tous qui étaient là puissent se confronter les unes aux autres, grandir plus vite, parce que le temps presse. Le temps presse parce que vraiment, on est dans une situation délicate. Dans ce contexte, les nouveaux objectifs du millénaire, eh bien, ils vont devoir prendre compte de trois réalités assez contradictoires et qui vont nécessiter à nos ministres et à un peu tout le monde beaucoup de discussions. Il faudra évidemment continuer les objectifs quantitatifs. Simplement, les objectifs quantitatifs, dans une croissance réduite et avec des excédents budgétaires en réduit, ça ne va pas être facile. Deuxièmement, il faudra évidemment intégrer l'écologie, Rio + 20 et le développement durable. Et là, on a une deuxième contradiction. Comment on va être plus croître mieux, tout en touchant moins aux ressources naturelles. La troisième, je n'entrerai même pas dans le débat, c'est comment l'Occident va continuer. On est dans une situation où maintenant, les prochains objectifs du millénaire devront intégrer nos pays, ce qui n'était même pas le sujet il y a 15 ans. Et donc, on est dans une situation vraiment très délicate, où on se dit comment la pauvreté augmente, et on avait la baisse. Donc, en gros, la question de se dire comment 10 à 30% de la population occidentale va continuer à avoir des standards de vie acceptables dans un contexte de réduction budgétaire, c'est pas un mince problème. Et comme le dit Jean-Marc, il y a moins de budget, essayons de faire que les choses bougent, parce que de toute façon, il y en a moins. Bref, l'objectif du millénaire, on doit devoir prendre compte de la convergence de ces trois problèmes-là. Et il est évident que dans ce contexte, c'est trop sérieux pour laisser ça aux mains des bureaucrates internationaux que nous respectons énormément, qui ont un rôle clé à jouer, les Nations Unies, nos ministères spécialisés, les gens du développement, et qu'il est important que la société civile réalise que, attention là, on parle de nous en fait, et on ne parle même pas seulement d'eux. Les nouveaux objectifs du millénaire, c'est une terre, avec des ressources naturelles qui sont à nous tous, des populations en danger au nord, au sud, une croissance, bref. On doit bien comprendre que ces objectifs du millénaire qui doivent être redéfinis, c'est plus un problème technique de combien de gens vont avoir accès à l'eau, c'est une discussion, une co-construction du bien commun. Ça nous concerne tous, parce que tout est lié, et ce qu'on espère faire à Convergence 2015, c'est contribuer à cette construction du bien commun global, en permettant à tous les acteurs, société civile, services publics, bien entendu, coopération décentralisée, je les oublie, hein, désolé, l'économie sociale et solidaire, l'économie tout court, évidemment le monde mouvement des associations, de réfléchir ensemble à ce processus de co-construction du bien commun qui nous permettra de contribuer à passer d'une mondialisation subie ou une mondialisation existante à une mondialisation maîtrisée. Comment allons-nous, dans ce monde mondial, arriver à maîtriser tous ces équilibres contradictoires qui chacun nécessite d'arbitrage dont on n'a même pas envie d'aller au fond des choses. Bien sûr, convergence à l'échelle française et bientôt à l'échelle européenne est plutôt un think tank. Nous ne sommes pas là pour remplacer les structures représentatives. Nous espérons simplement faire converger les expériences et les innovations et les porter au niveau des décideurs pour qu'ils puissent appréhender pratiquement ce qui se fait, ce que vous faites. Et comme on le disait en début de forum, ce forum c'est le vôtre, mais vos innovations c'est les nôtres. Et ensemble, on va essayer de les porter au niveau de nos décideurs et de faire en sorte que cette co-construction du bien commun ne se décide pas entre 4 statisticiens se demandant comment on va calculer la statistique de l'accès à l'eau potable exactement, ce qui est un sujet technique. Et c'est là où je crois que nous avons tous un rôle à jouer. Dans ce contexte, on est très heureux de l'écho global que l'appel de Paris a déjà réussi sur la microfinance, et puisqu'on a la chance de le lancer depuis l'Hôtel de Ville de Paris, et qu'on a tous lu l'histoire, et qu'on se dit que c'est un endroit où quand même, quand on lance un appel, c'est entendu très loin, et souvent très fort, j'en profite pour vous soumettre donc le nouvel appel de Paris pour les futurs objectifs du millénaire en vue d'un développement durable et équitable. Alors cet appel de Paris, on l'a durant cette conférence soumis à votre attention, on a eu quelques centaines de réponses et de suggestions sur les, et là je fais une rectification sur les 4500 participants, et donc 50 d'heure en heure, je pense qu'on passe les 5000 demain. On attend des chiffres de la police. Donc,
ce nouvel appel de Paris, ce qu'on souhaite, c'est qu'il obtienne le même écho global qu'est en train d'acquérir, et la même crédibilité globale. L'écho global, on l'a. La crédibilité, Jean-Luc, on va en avoir dans un an, et j'espère qu'à ce moment-là, vous nous confirmez que cet appel global est devenu quand même un des points de fixation du système de confiance mondiale, qui a permis de mettre quelques barrières dans les évolutions. Ce qu'on souhaite, c'est que cet appel de Paris, qui sera sur Internet, on consultera des centaines de milliers de personnes, pourra être porté auprès des décideurs publics internationaux qui se rendent compte qu'en France et en Europe, mais pas seulement, nous avions aujourd'hui beaucoup de gens de Tunisie, de Mauritanie, de Malaisie et du sous-continent indien, que tous ces gens disent à nos décideurs internationaux, attention, on est conscient des enjeux, la jouez pas techno, prenez en compte ce qu'on vous dit, et regardez de près les innovations que nous portons, que vous portez et qu'on va leur passer. Donc, voici pour le deuxième appel de Paris, qu'on soumettra à votre attention dans les jours qui viennent, en prenant en compte toutes les révisions que vous avez faites, et dont j'espère qu'il portera loin, comme en général les appels portés du bâton de ville portent. Merci pour tous, et bonne chance à l'appel de Paris. Merci Frédéric, c'est un appel vraiment auquel j'appelle chacun à s'associer, à soutenir, à corriger aussi, à amender, afin, encore une fois, comme dit Frédéric, que la voix de la société civile soit entendue dans un débat qui sinon risque d'être capturé exclusivement par la technocratie internationale, dont c'est le métier d'ailleurs, mais qui doit pouvoir entendre d'autres voix. Alors nous arrivons maintenant au terme de cette rejointe. Je voudrais, au moment de dire quelques mots finaux, demander à Judith, à Michel Tarteux de nous rejoindre. À travers les derniers carrés des participants que vous représentez ici un vendredi soir à 18h quasiment, je voudrais adresser donc félicitations, remerciements à tous les participants. On ne sait plus combien ils sont, 3500, 4500, 5000, ça ne suffit pas. Peut-être 10 000 au fond, on verra. Donc à tous les participants très nombreux qui ont animé, qui ont fait ce forum, ça a été formidable, renouvelé, vous avez été le dynamisme, l'input, l'écoute, mais aussi l'expression de tout ce forum. C'est le vôtre, vous l'avez fait, et nous souhaitons vous donner un nouveau rendez-vous pour le prochain, ne serait-ce que poursuivre ce que sont devenus les appels, continuer cet échange ininterrompu autour des objectifs du millénaire et de ce qui nous rassemble, avec toutes nos différences, encore une fois, dans cette lutte contre la pauvreté et pour le développement durable. À nouveau, je crois que nous devons adresser nos remerciements à la mairie de Paris et à tous les partenaires techniques, financiers qui nous ont permis d'assurer ce forum. Ce forum, c'est un coût élevé. Il n'est possible que grâce aux entrées que vous avez accepté de payer, et donc je vous remercie, aux contributions financières de nos partenaires qui sont encore majoritaires pour soutenir ce forum, qui n'est pas une entreprise lucrative comme vous le savez, mais qui doit bien sûr couvrir ses coûts. Donc ces partenaires sont essentiels pour nous et ils sont listés dans la plaquette, et je crois qu'ils ont droit à notre reconnaissance. Sans eux non plus, nous ne serions pas là. Et puis, mes derniers mots vont à Michel et Judith. Ils ont assuré toute la préparation de ce forum. Ils ont travaillé avec toute une équipe professionnelle et bénévole qui, elle aussi, nous a permis d'être ici et de repartir dans nos foyers ou à nos bureaux. C'est selon ce soir avec le sentiment d'avoir participé à un moment important de partage et d'épanouissement. Merci Jean-Michel. Bonsoir à tous. Je vous remercie beaucoup d'être présents ce soir. Merci à nos intervenants. Merci à vous tous également.
Les remerciements ont été faits à nos partenaires, je les renouvelle. Je renouvelle aussi nos remerciements à nos groupes de travail sans lesquels l'approfondissement de ce forum n'aurait pas pu se faire. Mais je voudrais surtout en fait remercier les gens qui ont œuvré vraiment au quotidien pour la réalisation de cet événement. Tout d'abord l'équipe de Convergence 2015 avec Alexia, Émilie, Marie, Monica et Mélodie. Donc merci à vous toutes, bravo. Je veux bien sûr aussi remercier les équipes d'Acted, les équipes d'Oxus, les équipes de Babylone et les 150 bénévoles qui nous ont accompagnés pendant ce forum. Ils ne sont pas tous présents ce soir, mais vraiment ils ont une énergie incroyable qui date de bien plus d'il y a 3 jours. Et vraiment pour ça, je voudrais tous que vous applaudissiez.